Bonjour et bienvenue dans cette vidéo faite pour Symbaroum avec une carte des PNJ importants pour la campagne du Trône d'Épine. C'est une, Encore une fois, c'est une vidéo qui ne convient que aux MJ ou si vous n'avez aucune intention de maîtriser cette campagne. Je vais m'arrêter sur chacune des factions qui sont l'essence même de la campagne du Trône d'Épine pour vous guider un petit peu si jamais vous deviez être MJ et que vous deviez avoir une sorte de carte ou au moins de guide pour vous aider dans la maîtrise de cette campagne qui est assez velue et surtout qui tourne exclusivement autour de PNJ plutôt que sur des événements. Dans cette carte, je suis revenu sur chacune des factions, je vais en parler brièvement. J'ai mis des archétypes et en même également de PN, de PJ pour essayer de les lier aux différentes factions. J'en reparlerai un peu plus tard, c'est plus des backgrounds de personnages. J'ai mis une échelle par rapport à l'importance des PNJ et il y a juste un petit élément dont je voulais parler pour commencer, pour vous montrer à quel point les PNJ sont plus importants quelque part que l'histoire. C'est ce que j'appelle l'échelle des changements chapitre par chapitre. En effet, comme vous le savez, il y a 6 chapitres dans la campagne. Wrath of the Warden, The Witchhammer, Darkest Star, Mother of Darkness, Haunted Waste et le dernier Davoka Awakens, qui sont donc 6 chapitres différents de la campagne qui montent en importance. Le parallèle le plus simple que je peux vous donner, c'est le Trône de Fer, les livres qui montent chacun en gamme jusqu'à arriver à un final apocalyptique que, évidemment, nous ne rapprendrons jamais, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Puisque, de mon avis, même si la campagne de Symbaroum a des difficultés et des éléments qui ne sont pas forcément extrêmement bien faits, elle est un peu l'équivalent d'un Trône de Fer qui aurait tenu ses promesses à la fin. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous encourage soit à voir la vidéo que j'ai faite sur l'histoire de Symbaroum, qui est une explication de l'histoire du monde sur plus de 2 heures, ou alors simplement de voir le survol que j'ai fait sur le dernier livre de la campagne. Donc, dont je voulais vous parler, c'est qu'à la fin, j'ai fait un petit récapitulatif qui n'est pas forcément en lien avec les PNJ, mais qui parle en fait des différents éléments qui doivent se passer pour que la campagne avance. Si vous regardez bien, il n'y en a pas 36 000, et surtout, on a toujours l'impression que les PJ n'ont aucun impact dessus. Et c'est ça le pire aspect, je trouve, de la campagne, c'est qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'impact ce que vous faites. Et ça, c'est un peu jusqu'à la fin, bien évidemment. Mais ça, je trouve c'est un peu triste. Ça demande quand même pas mal d'huile de coude de la part des MJ pour un peu justement faire que les PJ se sentent impliqués dans l'ordre des choses. Puisqu'en plus, c'est des événements qui arrivent sur une échelle macroscopique. Donc c'est très difficile de dire à un PJ qui est habitué à gratter la terre, aller voler, détrousser des marchands ou simplement partir en avocat pour trouver des artefacts, lui dire bah dis donc le sort de l'humanité dépend sur toi. Je trouve que c'est un peu parce qu'il n'est même pas capable d'interagir avec la reine ou les PNJ importants, donc je trouve ça un peu fort du café, tout du moins au début. Donc au côte à côte, j'ai mis aussi les changements géopolitiques majeurs qui arrivent. Je vais passer très rapidement dessus parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais durant le premier chapitre, la seule chose qui est importante, c'est le fait que les Templiers ramènent la prophétie de Sarkomal, ou une autre faction, puisque la prophétie de Sarkomal, on rappelle, c'est 3 strophes qui décrivent le trône d'épine, qui disent que le trône d'épine est extrêmement puissant, et que potentiellement, et ça c'est la strophe que tout le monde oublie, il y a une grosse créature serpentine corrompue qui est sous le trône et qui s'apprête à dévorer tout le monde. Et ça, c'est une prophétie qui va être utilisée par toutes les factions pour essayer de justifier leur position, la reine, éventuellement l'église de Prios avec le père de Zébegai, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi la cacher simplement si vous le souhaitez. Deuxième chapitre, bah, c'est assez facile, en fait, il n'y a rien à faire. Ce qui est assez triste, en fait, puisque le but c'est de trouver la direction de Simbar, mais cette direction-là, elle a déjà été récupérée par Elmendra, puisqu'en fait la tablette le MacGuffin de ce chapitre n'est pas vraiment la carte de Simbar, mais une fausse piste qui vous amène vers Indaros. Et vu qu'Elmendra, qu'on cherche, qui est une chasse de prime, est déjà Indaros, bah, au final, ça sert pas à grand-chose. Il y a 2 choses importantes par contre dans ce chapitre, hein, au niveau géopolitique, c'est le schisme des Templiers. Le Haut-Père, donc c'est le premier Templier, décide de faire scission de l'église de Prios, ce qui affaiblit énormément l'église de Prios et rend les Templiers restants un peu plus fachos ou complètement perdus pour ceux qui ne sont pas décidés. Et enfin, il y a aussi l'émergence du serment de la souveraine qui se dévoile comme étant l'alliance du Nord des clans barbares, anti-sorcières, anti-tout, et qui sont assez malins puisqu'ils utilisent en fait des espions et des manipulations et des tours de passe-passe pour faire porter le chapeau à d'autres factions. Chapitre 3,
La seule chose qui est importante, et encore une fois, vous n'avez même pas besoin de le faire, puisque c'est Cullian Furier qui va le faire pour vous, c'est que l'esprit de l'empereur qui est sur un vaisseau funéraire dans le Underworld soit libéré et retourne à Simbar. Au niveau géopolitique, on a en fait la fin de la curie standard et de l'église de Prio, celle qu'on la connaît. Le haut-père Jezebega est mis en prison et il y a l'émergence d'une curie en fait réformiste, guidée par des amis de Sarvola, qui fait qu'en fait les prêtres qui étaient, disons, très monothéistes, très dans le prios de guerre, un prios, donc un dieu solaire extrêmement véhément, qui était là pour détruire les abominations, très, très sigmarite en fait dans l'idée des chasseurs de sorcières de Warhammer, devient un prios de vie beaucoup plus positif, beaucoup plus sympathique. Chapitre 4, vous avez fait votre grand voyage vers Simbar. La seule chose qui est vraiment importante, c'est que l'existence de la rosae, cette plante qui permet d'isoler le trône d'épines des énergies mystiques et donc permettre à quelqu'un de poser ses fesses sur le trône d'épines sans être transformé en gigantesque abomination, bah, les factions sont au courant de la rosae et vont essayer de la chercher. Et cette rosae, elle est très très loin au sud, en Liastra, donc l'ancienne terre des sombres seigneurs. Au niveau géopolitique, c'est toujours assez important. Le haut cheftain est assassiné par le serment de la souveraine et le prince Enéano meurt d'une façon ou d'une autre. On vous propose plusieurs scénarios. Soit il se fait tuer par les hordes de morts vivants qui sont présentes à Simbar, ou il devient fou, puisqu'il est déjà à moitié fou, il devient complètement fou, il s'assit sur le trône d'épines sans la protection de la rosae, et donc il se transforme en gigantesque Throne Beast, une espèce de grosse abomination dégueulasse. Chapitre 5, il faut ramener la rosae en Embria. Encore une fois, c'est un peu du foutage de gueule, parce que quand le chapitre final, le clou du chapitre en fait, qui est l'affrontement des deux sœurs sur l'arboretum d'Otelia a lieu. Il y a un petit PNJ qui arrive, hop, du portail avec, comment dire, avec Esmeralda, qui pique une rosaille qui se barre. Donc bon, on se demande un peu pourquoi Ducrot se décarcasse. Et évidemment, le changement majeur, c'est qu'il y a une guerre civile en Embria qui aboutit à la scission de l'Embria en deux royaumes. D'un côté, le duc Inédar, donc le neveu de la reine qui est plutôt réformiste, et de l'autre, la reine qui elle est partie Pétaouchnok au sud chercher la rosaille. Enfin, bon, chapitre 6, bah, on est au dernier chapitre, donc il y aura pas de. Ce sera la fin, quoi. Donc il n'y a pas de nouveaux événements pour terminer le chapitre, si ce n'est peut-être gagné. Et enfin, par contre, niveau géopolitique, c'est la folie, c'est-à-dire qu'il y a une grande alliance des deux royaumes pour essayer de survivre. Il y a plus de, bon, j'ai mis 75%, c'est un chiffre au hasard, mais il y a une très très grosse partie de la population humaine qui se fait détruire par des hordes d'abominations qui arrivent. Je rappelle, le chapitre s'appelle Davokar Awakens, donc c'est Davokar s'éveille. C'est le moment où il y a toute l'obscurité qui se réveille et qui commence à détruire l'humanité simplement. Garavarak se réveille, les elfes fuient le hall des mille larmes pour aller jusqu'à Simbar pour la bataille finale, et il y a une grande course vers Ambalseba qui est enfin révélée. Donc voilà, comme vous avez vu, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'événements extrêmement pertinents et surtout, il n'y a pas beaucoup d'événements qui demandent l'intervention des joueurs, ce qui est assez triste. Alors bien sûr, c'est scénario standard. Il est sûr que vos joueurs vont agir, vont faire des choses et que tout ça, tous les éléments que je vous ai montrés jusqu'ici, c'est c'est une maquette, c'est un squelette, et c'est à vous de broder dessus. Mais vous avez grosso modo toutes les principales histoires. Donc je rappelle, hein, le trône de, enfin, je vais y arriver. La campagne du trône d'épines, le principe c'est qu'il y a un empire qui s'appelle Silmaroum, qui a été perdu il y a très très longtemps, engouffré par une obscurité, qui a été détruit par des elfes, qui ont scellé l'obscurité, et qu'au sein de cet empire, il y avait un trône qui s'appelle le trône d'épines, qui est une espèce d'artefact gigantesque, extrêmement puissant, qui tire sa substance depuis une autre dimension. Et au moment où on commence, donc l'histoire est assez simple, c'est un peu une sorte de western. Il y a un peuple qui a tout perdu, qui arrive du sud, qui veut réclamer son ancien, enfin son origine, puisque tous les humains viennent de la forêt, donc viennent de Simbarum. Il veut récupérer la reine désespérée de ce royaume veut récupérer le trône d'épines, malgré tous les problèmes que ça peut impacter. Donc normalement, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas trop la rappeler, encore une fois, je vous conseille fortement, si ça vous intéresse, d'aller voir ma vidéo. Je vais commencer par une faction qui est assez simple à comprendre, c'est l'Ordo Magica. L'Ordo Magica, comme vous le savez, ce sont des magiciens, dans le sens le plus noble du terme, à savoir que c'est un ordre de religieux qui venait d'Alberetor, donc il y a plus de 300 ans, qui un jour ont dit bah, on va arrêter de lier la magie, l'utilisation de la magie à la pratique des miracles, et donc on va fonder une approche de la magie qui est très théorique, qui est très ritualisée, et ça a été fondé par notamment alors au moins deux personnes, celle d'Onio, Cullian Furiae et potentiellement Variol, ouais, c'est vraiment le nom de la personne, qui sont en fait certains des très très grands mages de l'Ordo Magica qui ont transmis leur savoir. Donc c'est censé être un ordre neutre qui n'a pas trop d'impact politiquement, mais après, libre, enfin, tout le monde est indépendant et il reste quand même
omniprésent à travers toute la campagne. Le plus important de tous les éléments, c'est le chef en fait de cet ordre qui s'appelle Seldonio. Donc quand je mets un petit crâne à côté, ça veut dire que le PNJ bah, meurt durant la campagne. C'est pas moi, hein, c'est vraiment dans l'un des scénars, le perso est tué. Donc Seldonio, en gros, c'est le fondateur de l'Ordo Magica, c'est quelqu'un qui est là pour concilier la reine, qui va essayer un peu de jouer le conciliateur, puisqu'il a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rois, forcément, durant son mandat. Et il veut absolument essayer de poursuivre une sorte de quête qui l'obnubile, qui est celle de la magie pure. Donc la magie pure, c'est une sorte de magie qui ne ferait pas de corruption. On y reviendra. À chaque fois, donc, je mets juste le titre du PNJ, ce qu'il veut faire, ton objectif, et ensuite une sorte de secret ou un côté plus sombre disons, du personnage. Et Seldonio, son truc, c'est que c'est quelqu'un qui a utilisé durant la Grande Guerre la magie cérémonielle, qui est une magie extrêmement destructrice, qui a ravagé en fait physiquement Albérétor, le royaume. Et même si tout le monde blâme les sombres seigneurs en disant bah, c'est eux les méchants, c'est eux qui ont tout corrompu et détruit, bah, au final les gens de l'Ordo Magica sont aussi très très responsables. Il meurt dans le troisième scénario, il est remplacé par Elmendrai, enfin par Yellowcat, qui est une mentaliste en fait, qui va essayer de faire tout ce qu'elle peut sur un peu la magie, enfin sur bah, comment dire, la sauvegarde du royaume qui est de pire en pire, sachant qu'elle va aussi apprendre la vérité par elle-même de la cérémonie, de la magie cérémoniale, ce qui va un peu changer sa perspective, son fusil d'épaule, parce qu'au tout début, elle veut impérativement baquer la reine, et sur la fin du jeu, elle dit mais dis donc, en fait, la magie cérémoniale, c'est nous aussi qui l'avons utilisée. C'est pas bon signe, et donc on va éviter de. Enfin, il faut qu'on fasse un autre chemin. C'est un peu la différence entre Staline et Khrouchtchev, quoi. Khrouchtchev a joué un peu le réformiste par rapport à Staline, et c'est un peu l'idée de dire bon, on va faire mea culpa de toutes les horreurs qu'on a commises, même si c'est pas forcément 100% vrai, mais en tout cas, elle est clairement dans l'idée de plus utiliser la magie cérémoniale. Ce qui n'est pas le cas de Variol. Donc Variol, c'est un personnage qui est quasiment pas vu dans la campagne, à part le dernier scénario. C'est l'une des cofondatrices de l'Ordre Magica, enfin, je le suppose, parce qu'on vous dit que dans le bouquin, elle a plus de 300 ans, et qui est une très très grande élémentaliste, et qui, elle, en fait, va arriver dans le dernier scénar, donc le moment où bah, c'est la fin du monde, pour aller vite. Elle va pas hésiter à utiliser la magie cérémonielle partout pour sauver des vies humaines. Évidemment, euh, engage en fait un problème moral pour les joueurs, surtout s'ils sont partis de Magica, parce que ça implique que potentiellement cette magie fasse plus de mal que de bien. Encore une fois, hein, quand je mets une étoile, c'est pas un PNJ qui est super important. Quand il y a deux étoiles, c'est qu'il est récurrent. Vous pouvez potentiellement rencontrer sur plusieurs scénars. Et trois étoiles, c'est qu'il est vraiment important. Et ça tombe bien, donc Julian Furiae, ça c'est un des bad guys. C'est le bad guy du troisième chapitre. Donc c'est un maître qui a une vue complètement déformée de la corruption. Il pense que la corruption, en fait, est une énergie qu'on peut maîtriser, ce qui est faux, et qui va en fait essayer de récupérer Cullian Furiae, enfin, pardon, qui va essayer de récupérer Kaltar, donc, qui est l'un des sombres seigneurs, pour qu'il lui enseigne tout ce qu'il sait sur la corruption. Et évidemment, ça va pas très bien se passer, et il finira par libérer l'esprit de l'empereur quand il ira dans le Underworld pour essayer, par un portail qui est sous Indaros. Donc c'est un personnage qui est assez important, qu'on croise déjà dans le premier chapitre. Et sinon, donc j'ai mis généralement quand les personnages sont pas super importants, c'est-à-dire qu'ils apparaissent qu'une fois, je mets pas de descriptif à proprement parler, je dis juste leur tâche. Donc là, on a Marbella qui est une excavatrice, qui a un petit rôle dans le troisième chapitre, et Lua qui est un personnage qu'on rencontre dans le cinquième chapitre, mais qui est pas hyper importante. Et Artel, donc Artel c'est dans la farce, en gros c'est un type qui a utilisé la magie cérémonielle durant la Grande Guerre, qui a subi tellement de corruption qu'il est devenu paralytique, et en fait c'est l'ancien élève de Cullen Furiae, et Cullen Furiae vient à son bon souvenir durant le troisième chapitre, et lui fait porter le chapeau. En fait, quand il y a une grande destruction qui s'abat sur toute la ville, on blâme tout de suite Artel, alors qu'en fait il est complètement innocent. Enfin, en moins de ça. Ensuite, on passe sur le pacte de fer, donc une faction extrêmement importante, peut-être quasiment la seconde ou troisième faction la plus importante de l'histoire. Ce sont les elfes en fait. Le pacte de fer, c'est une alliance entre les humains barbares et les elfes qui a eu lieu il y a maintenant 500 ans, quand les humains sont fait dégommer, aller se faire tous tuer par le roi araignée qui s'appelle Angataltar, et les elfes sont arrivés, on dit bah écoutez les gars, nous on reste neutres dans votre guerre, mais si vous nous promettez de respecter le tabou, de suivre uniquement la witchery, enfin la witchcraft, donc la sorcellerie, comme magie, donc une magie pas trop corruptrice, quoi, grosso modo, et que vous n'alliez jamais à Simba. Donc les humains ont accepté, ils les ont aidés à forger une arme qui s'appelle le chancre des araignées, Spider-Man, et ils ont triomphé dans Kataltar. Et c'est là où est né le pacte de fer. Donc maintenant, le pacte de fer, avec les nouveaux arrivants, se renforce. Ils arrivent à récupérer des gens, notamment Anadea et Lysandra Golden Grasp, qui sont des gens d'Ambry,
des anciens de, de- d'Alberetor qui vont leur filer un coup de main. Donc ils ont des espions humains aussi un peu partout. Bon, je commence par les moins importants. Anadea, elle a un rôle qui est assez bizarre, hein, puisque c'est la donneuse de quête qui va lancer la campagne. C'est pas très bien fait dans le bouquin, donc il y a beaucoup de travail à faire. Je vous rapporte à la vidéo que j'ai fait sur comment rejouer un petit peu le coup du gardien. Lysandra Govengrass, c'est un agent, une ancienne chasse de trésor qui a eu des remords et qui travaille maintenant pour le trône de fer au Fort Chardon. À chaque fois que je fais une description d'une faction, j'utilise aussi le destin. C'est-à-dire que le destin, c'est qu'est-ce qui va arriver à cette faction dans le dernier chapitre, pour aller vite. Je vais passer dessus, hein, c'est ça, vous pourrez le lire si vous voulez. Donc on a le plus important, c'est évidemment le prince Eneano, qui est le fondateur du pacte de fer, qui a été aussi la personne qui a scellé la ténèbre sous Simbar, qui a lancé tous les process pour empêcher en fait que Simbar se réveille. Le problème, c'est que ça lui crame tellement la tête depuis des siècles, parce que ça fait quasiment 1000 ans qu'il fait ce job-là, qu'il est devenu complètement fou. Et sa folie est au cœur en fait d'un des scénars, puisque il peut potentiellement provoquer de graves problèmes, et vos joueurs peuvent même potentiellement entendre sa folie dès le premier chapitre. Donc son but, évidemment, c'est d'empêcher l'obscurité de se réveiller. L'obscurité, c'est Huron. On va en reparler. En tout cas, vous devez partir du principe que ce que je vous ai dit sur la prophétie, à savoir qu'il y a un gros ver de terre qui se balade sous Simbar, bah c'est vrai. Et le prince Eneano, hélas, ne sera pas là pour empêcher le réveil, puisqu'il va mourir d'une façon ou d'une autre. Dans Simbar, il y a ce qu'on appelle la Garde Noire, qui est une sorte d'alliance d'elfes, un ordre des elfes, hein, qui est là pour éviter justement que l'obscurité. Donc, quand on parle d'obscurité, bon, il y a Huron, c'est un cas particulier, mais surtout c'est tous les morts vivants, toutes les créatures dégueulasses qui ont été détruites ou endormies durant la fin de la chute de Simba. Cette garde est menée par la princesse Géliaël, hein, qui est donc la sœur, enfin je sais pas en fait, je sais pas si princesse et prince, ça implique chez les elfes un lien de parenté ou si c'est juste un statut. En tout cas, c'est une personne qui est très importante et qui, quand l'histoire commence, vient d'avoir fait un cycle d'hibernation, et donc elle est devenue une elfe d'hiver, et elle est plus vraiment au centre des choses. Elle est un peu floue. Tout ce qu'elle se rappelle, c'est qu'il faut que la tisseuse, un personnage qui appelle la tisseuse, soit protégée. Et elle est escortée par Ardil, qui est peut-être le seul personnage elfique qui va vraiment vous filer un coup de main, parce il est encore assez jeune et il a un peu de la tête sur les épaules, qui vous filera un coup de main durant le chapitre 4. Elori, lui, donc ça va être quand ça commence l'histoire, c'est l'ambassadeur des elfes à Indaros. C'est le seul elfe qui a admis à Indaros, et d'ailleurs il y a beaucoup de tentatives d'assassinat qui sont faites contre lui. Et au final, ce qui est marrant, c'est que donc c'est un gars qui va plutôt essayer peu à peu de voir que bah, c'est les réformistes qui seraient dans sa poche. Et au moment où il va faire un deal avec les réformistes, ce qui va se passer, c'est que le prince Eneano va mourir. Et donc les elfes vont aller voir Elori en disant bah, t'es mieux placé pour devenir le nouveau prince. Donc il va s'endormir, devenir un prince d'hiver, enfin un elfe d'hiver, et il va devenir le dernier prince des elfes à Davoka, en étant beaucoup plus jeune évidemment, et beaucoup moins fou et facho que Eneano. Donc tout son jeu, en fait, ça va être de convaincre toutes les factions qui existent encore de collaborer entre elles pour éviter juste le réveil de l'obscurité à Simbar. Évidemment, c'est pas gagné-gagné. Autre aspect très important, évidemment hyper important des elfes, hein, c'est les elfes d'éternité. Donc vous le savez, les elfes s'endorment, ils ont un cycle naturel qui suit les saisons, donc des fées, donc des elfes de printemps qui deviennent des elfes d'été, qui deviennent des elfes d'automne, d'hiver. Normalement, ça s'arrête là. Mais il y a aussi des elfes qui sortent du cycle, qu'on appelle les elfes d'éternité, qui en gros font 3 mètres de haut, et ont tous une fonction extrêmement puissante et forte, et ils ne savent faire qu'une seule chose. Donc par exemple, Kairoan, c'est le gardien du hall des mille larmes. Très intéressant Valaharai, hein, qui est un personnage qu'on croise qu'une fois dans l'histoire, mais qui a un rôle hyper important, puisque c'est la tisseuse. Donc c'est une elfe d'éternité qui puise dans l'énergie du trône d'épines pour créer une sorte de dôme de mycélium tout autour de la ville et empêcher justement que les créatures se réveillent. Donc forcément, à chaque fois qu'il y a des gens qui vont essayer de l'attaquer, c'est mal barré. Hyper important, probablement l'un des PNJ les plus importants de toute l'histoire, Aloena, qui est la sœur du prince Eneano, qui a été sacrifiée par son frère, enfin qui s'est sacrifiée elle-même au moment, il y a très très longtemps, pour empêcher Garavarax de nuire, enfin, d'aller tuer les elfes. Quand les elfes sont arrivés pour endormir Simbar, Garavarax, qui était un géant qui dominait la région, s'est énervé. Et Eneano a dit à sa sœur, il faut que tu te sacrifies, que tu deviennes une elfe d'éternité pour endormir Garavarax. Et donc c'est sa mission. Et c'est pour ça qu'elle vit sur Carvesti.
Théaterna, c'est plus intéressant. C'est une sorte c'est un peu comme Ardil, c'est une passe-plat en fait. C'est une des rares elfes avec lesquelles vous allez communiquer très rapidement avec les joueurs, qui peut introniser les joueurs dans le pacte de fer. Et là, enfin, ça, je trouve ça un peu cruel dans l'histoire. Elle est vite reléguée un peu en arrière parce qu'il y a d'autres PNJ qui sont introduits et que bah, le hall des Mille n'a plus vraiment lieu d'être. Ça, c'est le pacte de fer. Très 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 important évidemment, peut-être grosse faction très importante, la maison Kohinoor, qui est représentée par la reine, Corantia. Donc Corantia, c'est une jeune reine qui a triomphé des forces des ténèbres, donc des sombres seigneurs durant la Grande Guerre, pour amener son peuple dans la Terre Promise, donc en Ambrie. Ça, c'est l'histoire officielle. L'histoire officieuse, c'est que c'est une petite manipulatrice qui a détruit, enfin, qui a fait un deal avec un prêtre pour ne garder qu'un seul, pour transformer la théocratie des jeunes dieux en Albérétor en, en, en culte monothéiste au service d'un prios qui était violent, donneur de loi, pour justement faire en sorte que enfin, les pouvoirs solaires, les miracles solaires deviennent les seuls miracles utilisés pour vaincre les sombres seigneurs. Et également, elle a été emprisonnée à la fin de la guerre par ce monsieur qui s'appelle Kaltar, qui est le chef de tous les sombres seigneurs. Donc en gros, qui était le boss de Liastra. Et ce qui se passe, c'est que Kaltar, quand il est emprisonné, il l'a pas tué, parce qu'il était humain, et il a dit à Corantia, tu sais, la magie cérémonielle, c'est pas bien, le pouvoir, c'est pas bien, la magie, ça vient toujours te mordre les fesses, donc c'est impératif que tu n'utilises pas. Et Corinthia, en fait, a pas compris ça. Elle s'est dit, bah, en fait, c'est un loser. C'est un loser qui est en train de se justifier sur ses échecs. Moi, je vais prendre des notes, je vais écouter tout ce qu'il va me dire et je vais faire l'inverse. Ce qui n'était pas la bonne leçon à retenir, évidemment. Et quand elle s'est fait libérer donc, enfin, par ses meilleurs agents, dont c'est le Donio, elle a sauvé la vie de Keltar. Elle a emmené Keltar comme son prisonnier avec elle. Donc il a un rôle hyper important dans la campagne, puisqu'il sert de conseiller à Corinthia. Il va être retrouvé par les joueurs à un moment. Et voilà, bon, ça reste un sombre seigneur, mais il pratique plus la magie. Donc c'est un personnage qui est assez important, puisque techniquement il fait pas de magie, mais il a beaucoup de connaissances. Et il peut avoir son épingle à tirer du jeu quand Corinthia devient vraiment trop taré. Il peut notamment essayer de détruire la Rosae. Enfin, il y a pas mal d'outils pour l'utiliser. Encore une fois, par contre, c'est quelqu'un qui se bat pas. C'est quelqu'un qui fait pas de magie. Moi, j'ai un joueur qui l'a tué, hein. Parce qu'un joueur qui venait d'Alberetor et qui a dit ah bah t'es le sombre seigneur, bah je te tue. Donc voilà, faut pas non plus prendre ça pour argent comptant. C'est pas quelqu'un qui a une protection d'armure, enfin qui est protégé par le scénario. Il faut faire un peu gaffe. Donc dans la maison, vous avez aussi Revina Kalfas, qui est un personnage qui est introduit assez tard, qui est en fait la confidente et la garde du corps de Corinthia, donc, qui va toujours la suivre, et qui est peut-être le seul personnage que vous pouvez pas vraiment convaincre pour lui dire que Corinthia est complètement folle. Donc il y a deux autres personnages qui sont moins importants, qui sont le duc Alessaro, donc qui est l'oncle de Corinthia, qui va gérer en fait le royaume quand Corinthia va partir dans le sud. Le général Jomilo qui va remplacer Beremo. Donc Beremo Rungol, c'est un vieux général qui fait office en fait qui était conseiller du père de Corinthia et qui était conseiller militaire de Corinthia elle-même. Et là, s'il va se faire quicker la tête durant le chapitre 5, ce qui fait qu'en fait, militairement, quand il y aura la guerre civile, il n'y aura personne de très talentueux pour gérer les forces de Corinthia. Et c'est ça aussi qui va affecter fortement en fait l'équilibre des forces en puissance. Heureusement, il vous laissera une carte, comme tout bon PNJ mourant, pour que vous ayez dans la bonne direction et que vous alliez en direction d'Alberetor pour retrouver la reine. Le capitaine Marvelo, c'est un mec assez rigolo parce qu'il commence, vous le croisez à Fort Chardon, c'est le capitaine de la garde. Et après, en continuant, il devient un chef, puis un commandant, un colonel des rangers de la reine. Il va devenir évidemment de plus en plus, comment dire, peut-être pas facho, mais très 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 100%, je suis la reine, je suis la reine, je suis la reine. Et même si au début, quand vous le rencontrez, il est prêt à négocier parce qu'il vous connaît, il vous a vu à Fort Chardon, à la fin de la campagne, on vous fait clairement comprendre que si jamais vous bossez pas avec lui, il va vous trahir, que de toute façon au début il va vous promettre monts et merveilles et après il vous trahira. Donc c'est un destin qui est assez triste en fait dans la campagne, je trouve. Mais ça peut être aussi un allié. Enfin voilà, moi j'avais mis un de mes PJ, c'était le frère de Marvelo. Donc ça crée des situations qui étaient assez rigolotes là-dedans. On passe au chasseur de trésors qui est pas vraiment une faction, qui est plus un rôle épars, un ensemble épars de personnages. Donc il y a la Sifranet Pitch qui est peut-être THE personnage, THE chasseur de trésors, c'est le maire de Fort Chardon. C'est aussi un petit malin qui fait chanter la reine Kohinoor en donnant une sorte de remède miracle qui s'appelle les Chardons de Crépuscule,
qui permet d'endiguer les effets les plus néfastes de la condition de mort-vivant. Et il le donne parce que la reine mère, donc la mère de la reine, est elle-même mort-vivante. Et c'est un gars en fait qui a une autre obsession, c'est bon, outre garder sa ville neutre, parce que c'est son territoire, il cherche en Balséba. En fait, il cherche en Balséba, qui est cette espèce de, c'est l'équivalent d'Atlantis en fait. C'est une sorte de cité qui a disparu, qui était au milieu de la forêt, où il y avait la magie. C'est là où la magie pure est apparue. Il y avait plein de trucs miraculeux, mais personne n'a jamais trouvé cette cité. À la fin, il aura une mort assez, assez triste en fait dans le dernier chapitre, et il ouvrira la voie vers Ambalseba, donnant toutes ses notes et ses indications aux joueurs qui pourront trouver enfin la cité millénaire. Elmendra, c'est un peu pareil, sauf qu'elle a survie. C'est elle qui vous guide en direction de Sinbar, donc la capitale de l'empire de Sinbarum, et évidemment tout le monde va la chercher durant deux trois chapitres. Il y a ce Brigo, c'est plus un joker, c'est un noble qui veut rester chasseur de trésors, qui est très très riche, et qui est pas très compliqué à comprendre, il veut juste trouver des richesses, rendre le prestige à sa maison, parce que la majorité des gens qui sont à sa maison sont en tôle ou sont des criminels de guerre, donc voilà, c'est un mec assez cool, moi j'aime bien, très sympa, très smug, comme on les aime. Les sorcières, donc les sorcières c'est cette espèce de drôle de faction qui est l'éminence grise du haut cheftain, donc des barbares, qui enfin, qui possède une puissante magie et qui est capable en fait de gérer les tabous et donc qui donne la direction morale de chacun des clans. Chaque clan possède sa propre, enfin des sorcières et une sorte de super sorcière qu'on appelle une gardienne qui va faire son rapport à l'Udra. L'Udra, c'est une jeune fille qui s'appelle Yeleta. Et Yeleta est un personnage extrêmement important dans la campagne, qu'on va recroiser plein de fois. Elle est sur la couverture du deuxième chapitre notamment, qui en fait a un rôle assez simple. Elle veut juste conserver l'équilibre entre donc la nature pure et la civilisation, pour éviter justement que la reine réveille d'avocats. Mais elle est pas forcément hostile en fait. Elle cherche juste une solution diplomatique à tout ça. Le problème c'est elle est devenue Uldra dans des conditions très compliquées. En gros, elle a provoqué la chute de Aurelia, qui est l'ancienne Uldra qui était corrompue en fait, parce qu'elle a fait un pacte avec un elfe de sang. Et donc, en fait, c'est Yeleta qui était toute jeune, qui avait genre 16 piges, qui a découvert le poteau rose. Et il y a eu une sorte de tabou qui a été levé. Enfin, les sorcières sont toutes réunies. Elles ont dit bon, bah, tu vas devenir la nouvelle Uldra. On va dire qu'Aurelia s'est fait tuer par des araignées. Et on n'en parlera plus. Mais en fait, ils ont verrouillé Aurelia parce qu'ils n'ont pas osé la tuer sous Carvosti. Donc Yeleta, toute jeune, se retrouve Uldra, est obligée de prendre des décisions hyper hardcore, sachant qu'en plus, il y a la jeune reine Corinthia qui est en face, avec tous les embryons qui viennent d'arriver d'Alberetor, qui n'ont vraiment pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Donc elle est dans une position où elle doit se faire encore plus grosse qu'elle n'est, quelque part, pour justement faire peur à tout le monde. Et c'est un personnage qui est très intéressant à jouer, je trouve, justement, parce que justement, elle est débordée par qui elle est, par sa position. Son ombre est plus grande qu'elle-même. Et si vous le jouez bien, ça peut être vraiment un personnage assez tragique et assez fort, je trouve, de la campagne. Après, c'est pas forcément facile. Mais si vous avez des joueurs qui sont sorcières, par exemple, ça peut être assez cool. Enfin, Amanmar et Miralba, c'est des gros billes en gros, c'est sa garde rapprochée. Amanmar, c'est l'un des derniers, c'est la dernière gardienne, donc c'est un mec des clans du Nord. Donc il a un côté hyper cynique, il est toujours défaitiste. Enfin, il n'est pas défaitiste, mais il accepte. Je lui dis, ouais, bon, on va tous crever, c'est comme ça. Ouais, de toute façon, c'est moi la souveraine. Bon, on est tous. Ouais, tous mes potes sont morts, mais bon, je fais avec. Il a un côté très nonchalant qui est très très marrant à jouer. Et Miralba, c'est la métagroville du coin. En gros, c'est une métamorphe légendaire qui est méga gros. Elle a des niveaux Grandmaster. Donc techniquement, dans Symbaroum, vous avez 3 niveaux de compétences. Elle en a 4. Donc voilà, ça rigole pas trop. Les races anciennes, hein. Donc les races anciennes, c'est une sorte d'amalgame, c'est pas vraiment une faction, encore une fois. C'est toutes les créatures qui sont autochtones, enfin indigènes à Davokar, qui sont pas des humains. Spoiler alert, je rappelle que les humains ne sont pas originaires de Davokar. Donc il y en a en fait, en gros, il y a les araignées d'un côté, et ce que vous pouvez croiser de temps en temps. Dans le chapitre 6, il y a un héros gobelin qui a un petit rôle, en fait, qui joue un des sauveurs de l'humanité, grosso modo, à la fin dans le dernier chapitre. Il y a des alliances qui sont faites à droite à gauche de factions pour essayer de défendre l'humanité, les gobelins, les ogres et que sais-je, en Embria. Et Utageos en fait partie. Alors Xarug, c'est plus rigolo, j'aime beaucoup ce personnage. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais en gros, c'était un petit troll. Il y a 2000 ans, c'était un petit troll qui se baladait dans la forêt, qui n'était pas encore une forêt d'ailleurs. Et il est tombé sur Ambalséba en fait. Il y avait Sidriana qui est arrivé, donc les humains, je rappelle, ont débarqué sur des grands vaisseaux de pierre dans une région tout au nord qui s'appelle Asbaras. Ils ont utilisé le trône d'épines comme des gorées, donc ça a transformé la région en désert. Il y a un moment, il y a une humaine qui s'appelle Sidriana qui a dit wow, c'est pas une bonne idée.
Donc elle a dit, bah, qui m'aime, monsieur? Elle a lancé une rébellion, et elle est partie avec ses suivants à travers la forêt, à travers les montagnes, pour arriver dans la future région marécageuse d'Avoca. Et là, elle s'est installée dans une espèce de petite ville, et puis elle a dit, bah écoutez, maintenant, on arrête la magie corruptrice, on fait que de la magie, du symbolisme ou de la magie pure. Et il y a un petit troll qui est arrivé, qui s'appelle Xarug et tout, et puis il était pote avec tous ces gens-là. Et un jour, bah, Ambalseba a été détruite par Simbarum, qui se vengeait parce qu'il considérait que, pour aller très vite, il considérait que Ambalseba, en adoptant le symbolisme et la magie pure, s'était affaibli parce qu'il faisait plus de corruption. Et eux, ils pensaient qu'il y a certains dans l'ancienne religion, la corruption était la source de pouvoir de divinité. Et donc c'est pour ça que Garavarax, qui était le chef, le big boss en fait de cette région, les avait humiliés. Et donc ils disaient un jour on aura une vengeance. Donc ils détruisent Ambalseba, Xarug se barre, et dans le dernier chapitre, en fait, Ambalseba est révélé en fait. Et du coup, Xarok, il se dit, oh là là, et tout, il est un peu guilt-trippé, il a beaucoup de remords, ça fait 2000 ans qu'il a des remords, donc il revient. Sauf qu'entre-temps, bah, c'est devenu un arch-troll, donc il est méga balèze et tout gros. C'est un PNJ qui est assez rigolo parce qu'il veut défendre la ville, mais et vos joueurs ne veulent pas l'attaquer, en fait, ils veulent juste trouver les secrets, quoi, mais il ne les laissera pas faire. Donc c'est une belle négociation à pouvoir faire. Orangar, donc c'est un gros seigneur troll qui se réveille dans le chapitre 2, avec lequel vous êtes obligé de négocier parce qu'il est hyper costaud. Et à côté, on a les araignées. Donc les araignées, c'est simple. Il y a Angataltar, qui était le big méchant roi araignée, qui a génocidé les humains il y a plus de 500 ans, et il est mort. Mais il y a sa maman, qui s'appelle Xanata, et sa sœur, qui s'appelle Karatan, qui veulent le ressusciter. En gros, Xanata, quand son fils s'est fait tuer, elle a fui dans le monde des esprits, et elle est revenue 500 ans plus tard. Et elle a fait, oh, dis donc, c'est quand même bizarre, parce que les Ambriens, là, ils vont aller dans la forêt, ils vont aller à Simbar, ils vont récupérer le trône d'épines, et ça va pas être possible. Donc qu'est-ce qu'elle se dit? Elle dit, bah, je vais ressusciter mon fils. Comme ça, il va regénocider les humains. Donc elle commence, elle a un truc de triche en fait. Elle peut pas faire de magie pure, mais elle a un équivalent qui va être d'utiliser trois sources de magie. Donc je rappelle, hein, c'est une triade, hein, comme dans Loup-garou l'Apocalypse, dans Simbar. Donc il y a la civilisation, la nature et la corruption. Donc pour la civilisation, elle pique de l'énergie d'un node. Les nodes, c'est des espèces de gros cristaux. Pour la nature, elle pique de l'énergie à la tisserand. Donc la tisseuse, rappelez-vous, c'est l'elfe qui est à Simba, hein, donc c'est l'énergie naturelle pure. Et pour la corruption, elle récupère de l'eau souillée, en fait, qui est de l'eau noire, qui est la corruption pure. Sauf que pas de bol, la corruption pure, ça tombe dans sa poche, et ça la corrompt un petit peu. Donc elle devient hyper véhémente, hyper colérique, et tout ça. Et donc elle devient extrême. Et à côté, sa fille, qui a été piquée l'énergie du node, elle a piqué cette énergie du node sous Carvosti. Donc en fait, pendant 6 mois, elle a pu écouter toutes les paroles des sorcières à la surface. Et elle s'est dit, mais en fait, les humains, ils sont pas si méchants, quoi. J'aime bien les sorcières. Donc les joueurs arrivent à ce niveau-là où ils se disent, bah, soit on s'allie avec la fille pour ressusciter un Angaltar, enfin réincarner plutôt, soit on s'allie avec la mère. Et le problème est le même, c'est-à-dire que si vous aidez l'une des deux factions, il va falloir négocier avec un Angataltar réincarné qui a pas un très bon souvenir des humains, je rappelle, et potentiellement un de vos joueurs, en plus il a Spider-Man, donc le chancre des araignées, donc l'arme qu'il a tué. Faut voir. Après, le fait que vous ayez réussi à ressusciter Angataltar, potentiellement peut vous apporter un gros soutien dans la bataille finale. Mais voilà, c'est à vous de voir si vous avez un peu le. Vous êtes assez costaud pour faire ça. Moi, personnellement, je l'aurais pas fait. Mais mes joueurs, ils sont en train de le faire. Donc, voilà. Ensuite, on arrive aux anciens. Donc, les anciens, c'est un truc pêle-mêle que j'appelle c'est tous les PNJ qui représentent une ancienne. Enfin, l'ancien monde, quoi. Donc, Simbarum ou Diastra ou ce qu'il y avait avant. Donc, déjà, le plus important, c'est Simbar. Simbar, il a le même nom que sa capitale, ce qui n'est pas très utile. Donc, c'était le dernier empereur de Simbar. Et ce qui se passe, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup utilisé le trône d'épines. Il est mort. À la fin en fait de son règne, il a été convaincu par Otelia, qui était la chef d'un ordre de prêtres qui s'appelait je vais y arriver, ça y est, j'ai un trou, euh, qui s'appelait le Dactonique, qui était les gardiens en fait du trône d'épines. Et elle lui a dit, tu sais, mon cher empereur, le fait d'utiliser le trône, ça te corrompt pas toi, mais ça corrompt tout ce qui est autour de toi. Et donc il faut arrêter d'utiliser le trône. Et Simbar a bien vu effectivement qu'il y avait une guerre civile qui se pointait dans sa capitale, qu'il y avait des dragons qui arrivaient, qu'il y avait des morts vivants, qu'il y a des démons qui étaient vénérés comme étant le nouveau état de l'évolution. Donc il s'est dit ouais, ok, t'as raison. Donc ils ont brûlé la rosae, je rappelle, c'est l'espèce de couverture magique qui est sur le trône, pour que personne puisse l'utiliser. Il a donné une dernière graine de rosae à Otelia, il a dit tu te casses, tu vas très très loin, et il est mort, il s'est fait tuer. Donc on ne sait pas comment, mais on suppose qu'il a été assassiné.
Et donc son cadavre a été laissé là pendant pas mal de temps. 500 ans, il y a Otelia Sbar. Otelia rejoint des nomades qui s'appellent les Lindariens. Et les Lindariens, 200-300 ans plus tard, donc après la chute de Simbar, s'installent dans une ville qui s'appelle Lindaros. Et quand dans cette ville donc continue, d'un côté il y a les Lindariens, et de l'autre il y a les gens du Dactonique, qui sont toujours là en fait, les prêtres. Et un jour, les prêtres se disent, il faut qu'on remercie l'empereur pour ce qu'il a fait, pour avoir sauvé l'humanité, donc on va lui faire on va lui donner les derniers sacrements. Donc il retourne à Simbar, et ça dans le scénar, je comprends pas comment ça marche, parce qu'à Simbar il y a des elfes normalement, ils vont pas laisser faire des mecs qui se pointent louloulou pour récupérer le cadavre. Encore plus hallucinant, ils arrivent à réactiver, il y a un vaisseau de pierre qui est présent à Simbar, ils le réactivent, ils amènent le vaisseau de pierre jusqu'à Lindaros, et ils le téléportent avec des démons, enfin je vous passe les détails, dans le Yonder World. Donc, en fait, ils disent oh, on va l'envoyer dans le monde des esprits, ça va bien se passer. Sauf qu'il se plante quelque part et le vaisseau n'arrive pas dans le monde des esprits qui est l'au-delà, mais il arrive dans le Yonder World qui est la terre des démons, qui est un monde dévasté, absolument dégueulasse. Et Simbar, lui, il est conscient, en fait, l'esprit est conscient dans le vaisseau. Donc il est là, il fait merde, merde, merde. Et un jour, il est séparé. Bon, dans les événements de la campagne, il va être séparé du vaisseau et son esprit va revenir à Simbar. Et c'est très important parce qu'en gros, il a conservé, même en étant esprit, des pouvoirs originels qu'il avait eu par impression du trône d'épines. Et il peut notamment faire le Karcher. Donc en fait, son truc, c'est qu'il peut nettoyer les lieux, et même les gens, de la corruption. Donc en fait, tout son truc, c'est que durant la deuxième partie de la campagne, il va nettoyer, il va nettoyer, il va nettoyer l'ensemble de la ville, mais très très lentement. Alors, le seul problème, c'est qu'il peut pas, il n'est pas hyper utile non plus parce qu'il a des gros trous de mémoire et il tourne comme un fantôme en fait, donc il tourne un peu comme un vieux disque. Par contre, il peut avoir un gros impact à la fin de la campagne. Ensuite, on passe donc Joab. Donc Joab, c'est l'un des derniers apôtres de Liastra encore mort-vivant. C'est un adversaire que vous allez rencontrer dans le cinquième chapitre qui veut impératif quand la reine et Kaltar vont arriver en Liastra. Il va être prévenu par Esmeralda qui va lui dire mais tu sais, il y a ma sœur qui s'est pointée, tu sais, ma sœur que tu as affrontée il y a 20 ans, et elle a gagné, et vous avez laissé comme des cons. Et Kaltar, le patriarche de ton ordre qui t'a transformé en mort-vivant, il est par là. Et du coup, il fait essayer de tuer tout le monde, tout simplement. Et potentiellement, alors ça, je sais pas trop comment ça marche, le dernier livre vous propose que Joab vienne jusqu'à Simbar. Bon, bref. Donc ça peut être assez intéressant parce que c'est un mort-vivant qui est assez balèze, mais qui est quand même conscient. Donc, pourquoi pas, vous pouvez le jouer un peu différemment que juste le mort-vivant débile qui veut se venger. Et dernier élément des anciens qui est beaucoup plus. Là, c'est encore une fois, on est sur du lore assez lourd, hein. Je m'excuse pour ça parce que j'y vais un peu comme un bourrin, mais c'est une campagne qui est beaucoup plus dense au niveau des spoilers, des secrets, de l'historique que l'est par exemple, je sais pas, les Mazinatotep ou ce que je connais, donc que la campagne la campagne impériale de Warhammer. Donc encore une fois, je vous ai parlé d'un monde qui s'appelle le Yonderworld. Le Yonderworld, c'est une sorte de désert dégueulasse. Et dans ce désert dégueulasse, en fait, avant, il y avait des humains qui avaient le trône d'épines. Et ils l'ont tellement utilisé qu'ils ont transformé ce monde qui était luxuriant et chatoyant en désert dégueulasse. Et c'est là où les humains sont partis avec des grands vaisseaux de pierre qui flottaient à travers le temps et l'espace. Cette magie pour flotter à travers le temps et l'espace a été développée par Kundagast. Et Kundagast, donc, c'est une très très grande prêtresse magicienne. Et quand les vaisseaux sont arrivés sur notre Terre, donc en Davokar, Kundagast a dit non, 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 il n'y a pas moyen que j'aille en Asbaras. Donc elle a fait exprès de dévier son vaisseau et d'autres vaisseaux pour qu'ils se crachent. Et en fait, ils ne sont pas crachés, ils sont arrivés sur une petite île qui s'appelle Landfall, où ils ont pu tranquillement étudier la magie pure. Et c'est elle en fait qui a créé la magie pure. Et ce qui s'est passé, c'est pour voir ce qui se passait, pour être tranquillou sur son île, elle a quand même fait un ordre d'espions qui s'appellent les Veilleurs, qui sont des humains, qu'elle a enlevés notamment, à qui elle a lavé le cerveau. Elle les a envoyés à travers tout d'avocat pour qu'elle lui rapporte tous les siècles ce qui se passait. Parce qu'elle est à moitié immortelle, hein, mais par contre, c'est un légume. C'est-à-dire qu'avec la magie pure, la magie pure oblige à puiser dans ses propres statistiques plutôt que de la corruption. Donc à la fin, on est complètement gaga. Et à côté, c'est elle aussi qui a formé Sidriana. Donc Sidriana, c'est la fondatrice, c'est une ancienne noble d'Asbaras qui est devenue la fondatrice d'Ambalseba. Et en gros, elle était en communication avec Kundagas qui lui a enseigné la magie pure. Et c'est pour ça que Cédricana en fait prêchait la retenue, prêchait l'absence de corruption, c'est parce qu'en fait c'était une adepte de Kundagas. Et vous pouvez potentiellement retrouver l'esprit de Cédricana dans le dernier tome aussi, sous forme de, voilà, plutôt de fantôme. Le serment de la souveraine, donc là c'est une vraie faction comme on les aime. C'est comme je disais, c'est une alliance de clans barbares du Nord qui sont contre les sorcières, qui sont contre tout,
Et leur seul objectif, c'est de reprendre le contrôle de Simbar pour réclamer Simbar comme étant leur endroit, enfin leur berceau, et aussi détruire la reine et les embryons, les repousser dehors. Donc c'est des sortes de super Comanches, super Gérominimaux, sauf qu'ils sont un peu fascisants quand même. Durant le début de la campagne, il semble que leur évolution ne peut pas être arrêtée. Ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils détruisent tout. Ils sont très manipulateurs. Et en fait, ils sont guidés par ce qu'ils pensent être la réincarnation de l'une de leurs déesses, qui s'appelle la fille de sang, qui est une jeune fille complètement hyper hostile, hein, qui est la fille de l'un des clans de l'Alliance. À côté de ça, il y a Rabaimon, qui est le chef enfin, qui est vraiment le chef en fait, du serment de la souveraine, qui fait partie d'un clan, le clan qui est plus au nord, qui s'appelle le clan Gaïoa. Et en fait, donc c'est lui qui a mis en place l'Alliance, il est trop fort, trop malin. Sauf qu'en fait, il est complètement manipulé par le conseiller du clan Gaïoa, qui est un gros lézard, qui s'appelle Odralintos, donc grand-père Lint. Et ce gros lézard, en fait, ce petit salaud, sous couvert de dire ah ouais, vous inquiétez pas les gars, je vais vous aider, oui, vous allez reconquérir Simbar, ça va être génial et tout. En fait, son seul but à lui, c'est que il y a 1000 ans, il était déjà en vie. Et il a vu le pouvoir du trône d'épines. Et il se dit, en fait, moi, je vais mettre mes fesses dessus. Parce que c'est le seul truc qui compte, c'est de prendre le contrôle de ce trône d'épines. Donc en fait, il a plus ou moins manipulé, contrôlé tout le serment de la souveraine, uniquement pour arriver lui-même à prendre le contrôle du trône d'épines, ce qui est assez hallucinant quand on y pense. De toute façon, il y a de fortes chances, dans le bouquin, c'est quand même hyper sous-entendu qu'il va mourir comme une grosse cruche, soit en mettant ses fesses sur le trône, soit en se faisant zigouiller par Agramak Kalfas, le prince Enano. Donc le règne de Dralintos sera assez court. On arrive sur ce que j'appelle l'héritage de Simbarum, donc c'est pas vraiment une faction encore une fois. Ce sont des créatures ou des êtres en fait qui ont été créés ou manipulés par les anciens de Simbar qui faisaient une sorte de magie assez particulière. Et parmi eux, on trouve donc les Nefarani. Les Nefarani, ils sont décrits dans le livre des monstres. C'est une espèce de Gaia Highlander. En gros, il y en a beaucoup au début et ils cherchent des maîtres. Donc à chaque fois, ils vont trouver un maître, ils vont l'aider pendant un combat et après ils vont se barrer. Et à chaque fois qu'il y a un Nefarani qui meurt, les Nefarani survivants deviennent plus forts. Et la légende veut que quand il reste plus qu'un seul Nefarani, il aille jusqu'à Simbar pour prêter allégeance à qui il pense sera le futur dirigeant de Simbar. Donc c'est un cool, c'est un truc un peu mystique, très sympa, j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a les nains, donc parmi les nains on a Artek qui est le roi des nains, que vous croisez à Indaros, qui est une sorte de... Donc les nains, je rappelle, hein, c'est des créatures artificielles qui n'ont pas d'âme, donc qui ne peuvent pas être corrompus. Et lui se bat avec deux autres mecs de faction pour prendre le contrôle mafieux. C'est comme les sous-rois dans Warhammer, pour prendre le contrôle des bas-fonds d'Indaros. Donc il y a lui, Noble d'Astan, qui est une sorte de bandit mégalo, et Grimorio, qui est un changelin qui possède un institut de sauna dans les docks. Ils se foutent sur la tronche, et ce qui est très rigolo, c'est qu'à la fin de la campagne, ils deviennent potes. Parce qu'il faut qu'ils sauvent l'humanité, il n'y a plus personne à voler, donc ils bossent tous ensemble. C'est un peu les trucs de shonen, de manga japonais, mais moi j'aime bien. Il y a les géants, donc Ripe c'est l'exécuteur de la reine, qui est un géant qui vient de Simbar. Donc les géants c'est des créatures artificielles qui détectent la corruption et qui détruisent la corruption. Et là, ils le font pas toujours de façon propre. C'est comme ça que Seldonio meurt, notamment dans le troisième chapitre. Et Sinufer, c'est les Staff Mages. Donc les Staff Mages, c'est des anciens gardiens qui ont été créés à la va-vite par Simbar, juste avant que l'obscurité emporte Simbarum. Sauf que pas de bol, ils ont perdu un peu le manuel et la raison de leur ordre, et donc maintenant ils sont persuadés que le seul but de leur existence, c'est de mettre un nouvel empereur sur le trône. C'est très différent de je défends le trône pour que personne ne s'assoie dessus. Mais bon, passons. Ensuite, on arrive à un truc assez particulier qui est très très important pour l'histoire, mais je trouve qu'il est hyper mal amené, c'est les esprits. Donc les esprits, c'est potentiellement des sortes de dieux, c'est les dieux de la forêt, donc de l'avocat. Vous en rencontrez un très rapidement qui s'appelle Eox. Donc Eox, c'est le MacGuffin du premier scénar. En gros, il y a un méchant qui va faire un rituel à Fort Chardon et il va dans la forêt pour décapiter un dieu torrent. Et c'est Eox, donc voilà, qui est pas vraiment, qui peut pas mourir en fait. Il est décapité, mais on peut lui remettre sa tête, c'est assez cool. Garavarax, qui est le frère d'Huron, donc on y reviendra, qui en gros est un géant qui vivait sous Carvosti, enfin qui vivait sur Carvosti. Il a été endormi, comme je disais, par les elfes, et à la fin il se réveille, il n'est pas content. Sa sœur, Huron, donc Huron, c'est l'une des anciennes déesses, c'est-à-dire qu'il y a un panthéon de vieux dieux qui ont tous des aspects de créatures. Donc il y a un dieu, par exemple, il y a l'Isra, qui est le dieu, dieu chat solaire, il y a Uroke, qui est le dieu araignée, et j'en passe. Et il y en a un, la terre-mère, c'est Huron, qui est le serpent bondou. Et en fait, Huron, c'est le bad guy de la campagne.
Mais c'est vraiment le donc c'est la créature qui est décrite dans la troisième strophe de la prophétie Sarkomal, à savoir une créature indestructible qui techniquement ne pouvait pas être corrompue. Parce que je rappelle que les nains notamment ont été créés avec des écailles d'Huron. Donc on se dit bon bah ici ils sont incorruptibles, elle est incorruptible aussi. Et en fait, le trône a tellement été utilisé que ce dieu a été corrompu. Et ce qui s'est passé, c'est que Simba probablement a utilisé une dernière fois le trône pour emprisonner Huron sous le trône. Et l'une des fins, la fin principale du jeu, en fait, c'est que vous devez détruire le trône, mais en faisant ça, bah, Huron est libéré. Et donc, le final battle, c'est bah, Huron se réveille, va tuer tout le monde, et puis bah, voilà, vous avez vos yeux pour pleurer, à moins de tanner un des gros billes du coin pour qu'il sauve tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est pas le meilleur aspect du jeu. Je trouve que autant toutes les autres factions, ça marche plutôt bien, autant le fait de nous balancer un méta-gros bill du chapeau, je trouve que c'est assez naze, parce que Huron est pas trop décrite en plus, hein. On vous parle d'une résurgence du culte de la Terre-Mère pendant la campagne, mais c'est à peu près tout. Plus intéressant, Allah, donc qui est un esprit qui est très brièvement décrit, qui va en fait charmer et coucher avec Sarvola, qui est un prêtre, qui est un prêtre de Prios, qui va devenir le chef des réformistes. Et de leur union va naître Halloween, qui est moitié humain, moitié esprit, et qui sera potentiellement un MacGuffin, puisqu'il devient une incarnation de Rita, donc il est une incarnation de la magie pure, enfin de la nature, qui pourra, selon les actions du joueur, potentiellement endormir Huron. Donc, en fait, c'est un gambit, c'est une sorte de joker qui a été créé par les esprits pour, comme un fail-safe, en fait, pour empêcher Huron de détruire le monde. Mais vous pouvez le mettre sur le trône d'épines aussi, hein, si vous voulez à la fin. Je vous conseille pas, mais vous pouvez le faire ça. Donc les réformistes, j'en parlais, c'est des personnages, c'est la fraction qui est assez importante, qui est backée en fait au tout début par la reine, qui sont des prêtres qui veulent revenir. Ils sont pas tous d'accord sur le comment, mais l'idée c'est d'abandonner le prios actuel, qui est un prios dur, comme je disais, un prios d'honneur de loi, pour revenir à un prios d'honneur de vie, pour revenir potentiellement peut-être à du polythéisme, donc reprendre les jeunes dieux comme, enfin, comme les dieux vénérés par les embryons. Ils sont backés par le duc Inédar, qui est le neveu de la reine, qui va provoquer une guerre civile. Il a à son service Eliana Nidel, qui est un personnage assez intéressant, qui est peut-être l'un des personnages que je trouve le plus intéressant dans la campagne. Savoir, c'est un PNJ qui commence, c'est une vétéran de la Grande Guerre, qui a une cinquantaine de balais et qui en fait sert son duc, son jeune duc, avec bénévolence, très bien. Et durant la campagne, elle va devenir la nounou de Sarvola quand Inedar va lui dire bah écoute, il faut que Sarvola veut aller jusqu'à Simbar pour empêcher les autres factions de se foutre sur la tronche, je veux que tu ailles avec lui. Et en fait, peu à peu, elle va être convaincue du fait que le réformisme c'est une bonne chose, que peut-être que le polythéisme c'est à nouveau une bonne chose. Et en fait, lentement mais sûrement, c'est elle qui va devenir, à l'insu de son plein gré, la, la générale en chef de toutes les forces humaines. C'est-à-dire qu'à la fin de la campagne, c'est elle qui va être le dernier rempart de l'humanité contre les hordes des ténèbres et qui va gérer en fait les hordes, enfin, toutes les armées qui restent. Celle qui va envoyer les PJ pour aller à la quête d'Ambalseba. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Enfin, c'est un personnage que je trouve assez malin, qui est très bien amené et plutôt cool. À côté, donc, on a Decebal l'ancienne qui aussi est une vieille prêtresse, donc une Lightbringer, donc une sorte de sainte vivante, qui veut ramener, qui est l'un des premiers PJ que vous croisez, qui vous éduque sur les réformistes et qui veut ramener en fait le prios de vie de l'ancien temps, un peu comme Sarvola. Et elle est backée en fait par des vétérans, donc des espèces de vieux guerriers, dont Serexatio qui est complètement fou, pour forger justement une sorte d'alliance de vétérans, ce qui est assez marrant, et qui peut jouer un petit rôle à la fin. Enfin, la faction peut-être la plus importante, donc c'est les méchants, pour aller très très vite, et encore, je suis pas trop sûr du coup. Le Sacré du Sang, donc Sacred of the Old Blood, l'histoire est simple, donc je rappelle, il y a Abessina qui est la mère de qui est la mère de Corinthia, qui est mort-vivante. Elle est mort-vivante, elle est maintenue en vie uniquement grâce, enfin en vie si on peut dire, par les chardons du crépuscule qu'envoie la Sisphornite Peach à la reine. Sauf que la reine s'est remariée après la mort de son premier mari, donc le roi Indaros. Elle s'est remariée avec un certain César de Carnac, qui était un duc, et elle a eu un autre enfant qui s'appelle Esmeralda. Et Césario et Esmeralda n'ont jamais pu supporter le fait que Abessina est devenue mort-vivante. Et donc ils cherchent un moyen de la faire revenir à la vie. Ce qui, si vous connaissez l'histoire, est assez rigolo parce que c'est aussi ce que cherchait à faire. On rappelle Kaltar, quand il a transformé tous ses potes en morts-vivants,
il les a tous envoyés se foutre sur la gueule. Enfin, il a dit les méchants c'est Alberator pour que toutes les hordes de morts vivants de l'Iastra tombent sur Alberator pendant qu'il cherchait une solution pour les ramener à la vie. Spoiler alert, ça n'existe pas. Bref, mais ça ils le savent pas. Donc Cesario et sa fille Esmeralda se sont mis en tête de trouver une moyen de ressusciter leur mère. Et Cesario, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a récupéré des bouquins de gens qui étaient allés se balader en Davocar. Je rappelle, on est au tout début, juste avant que l'Ambria devienne un royaume. Et avec ses livres, il a accédé à la sorcerie. Et la sorcerie lui a expliqué comment aller dans le Underworld. Donc en fait, c'est la démonologie. Donc il est il s'est dit, bah tiens, les démons, c'est les anciens dieux de Simbar. Moi, je suis allé dans le Underworld, je vais rentrer en contact avec un démon, et le démon va m'expliquer comment sauver ma femme. Il y est allé, et il est tombé sur qui? Il est tombé sur Sarufang. Et Sarufang, c'est un prince démon. Donc je rappelle, les démons, c'est des abominations intelligentes, c'est aussi des humains de l'ancienne Simbar ou du Underworld, donc d'Aaron et Eru, qui ont fait un rituel pour devenir des abominations intelligentes, qu'on appelle des phénomènes. Et Saroufang, il a vu cette espèce de noble humain paumé, et plutôt que de le bouffer comme un casse-croûte, il s'est dit non mais attends, je vais attendre, je vais le manipuler pour justement arriver à mes fins. Parce que Saroufang, son but, c'est que la Terre soit corrompue, c'est qu'il puisse rester ad vitam aeternam dans notre monde pour s'éclater, quoi, pour manger des gens, enfin, la totale. Donc il a manipulé Sao Karnak pour dire ah ouais, tu sais ce que tu devrais faire, tu devrais vraiment forger une alliance de nobles qui sont intéressés comme toi par la sorcerie, que enfin ça va bien se passer quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement Sao Karnak a créé le Sacré du Vieux Sang, qui est une cabale de nobles embryens qui disent que bah, de toute façon ils seront jamais corrompus. Ils peuvent faire la sorcellerie, ils sont jamais corrompus parce qu'ils sont supérieurs, c'est des nobles, ils pourront pas être corrompus par cette magie infâme. Si vous vous rappelez aussi, c'est ce que se disaient les nobles à l'époque d'Aaron et Roux, c'est ce que se disaient les nobles à l'époque de Simbar. Et on voit comment c'est fini pour eux. Donc, autour de ces personnes-là, il y a plein de gens qui viennent se greffer. Notamment, il y a Agramakafas, qui est une ordure. Son prénom, son pseudonyme, c'est le prince. C'est un mec qui va bien vous pourrir la vie pendant pas mal de scénarios et qui se fait passer pour un gentil petit bonhomme qui vit à Fort Chardon. Il va manipuler notamment Ambriagos, qui est le méchant, le bad guy du premier scénario, celui qui a volé la tête des Hawks, qui veut faire un rituel pour se transformer en abomination. Et j'en passe, il y a pas mal de petits bonhommes. Peut-être allié le plus intéressant d'Esmeralda, c'est Eleonore. Eleonore, c'est la chef du clan de la Bête. Donc, le clan de la Bête, c'est l'un des clans barbares qui a été génocidé durant la genèse de l'Ambrie et qui s'est caché dans des cavernes en utilisant une magie impie qu'on appelle la morphe antique pour se créer des. Enfin, faire un peu comme la vicissitude à vampire en fait. Ils ont des ailes, ils ont des griffes et compagnie, et qui veut sa vengeance. Et pour avoir sa vengeance contre la reine, bah, ils ont fait une alliance avec Esmeralda. Et Esmeralda, évidemment, donc c'est l'une des deux sœurs. C'est le reflet tragique de c'est le reflet tragique de la reine Corinthia. Elle, ce qu'elle cherche, c'est de sauver sa mère. Mais peu à peu, elle va être de plus en plus corrompue. Elle va vouloir tuer personnellement Corinthia. Et donc, l'affrontement entre les deux sœurs, donc c'est un peu comme les. J'avais dit dans une autre vidéo, mais il y a un livre qui s'appelle Les Deux Reines par Cavana, donc très très grand monsieur de Charlie Hebdo, qui raconte un peu ça, en fait, l'affrontement de deux reines qui peuvent pas se supporter, enfin, qui se font des coups de pute. Et c'est un peu ça, en fait. Le cœur si vous devez retenir qu'un truc de toute cette histoire, de tous ces PNJ, c'est que c'est l'affrontement entre deux sœurs pour réclamer le trône d'épine. Et ce trône d'épine, en fait, elle ne le veut pas pour les mêmes raisons. Esmeralda veut mettre sa mère dessus pour qu'elle redevienne humaine, alors que Corinthia veut aller dessus pour justement sauver son royaume. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'histoire. Et autour de ça, il y a plein de PNJ qui gravitent pour les manipuler, pour les conseiller, ou juste pour tirer un peu leur épingle du jeu et voir comment ils peuvent survivre. L'église solaire, donc je parle très très rapidement. En gros, c'est l'église classique. Au début, ils sont en position de force tout au début de l'histoire, mais ça dure pas longtemps. Le seul qui est vraiment important, c'est Jezebel. Donc Jezebel, c'est le grand chef de l'église qui va essayer de transformer Ambrier en théocratie. Ça va échouer complètement parce qu'en fait, la reine Corinthia va voir venir à 10 km et elle va le mettre en prison. Enfin voilà, c'est pas terrible. Ils peuvent revenir à la fin du jeu en faisant plus ou moins un monde officiel, mais ils sont vraiment pas très très importants dans l'histoire. Très rapidement, ils sont complètement dépassés. Les Templiers, plus intéressants. Donc les Templiers, comme je disais, c'est des gens qui vont faire, c'est le bras armé, c'est des prêtres guerriers qui vont faire sécession très rapidement de Jezebel et de l'Église solaire. Ils vont avoir une fin absolument un peu triste et pitoyable. Ils vont aller jusqu'à Simbar pour se battre en fait contre la ténèbre qui a détruit Prios, parce que dans leur tête Prios est mort. Ils vont tous mourir. Et ce qui est horrible, c'est qu'ils vont revenir sous forme de morts vivants. Et Jacobo Vera, donc, qui est le père de Elisabetta, va revenir et il va voir que sa fille est transformée en vivant, que tous ses hommes ont été transformés en morts vivants.
et que sous cette forme de mort-vivant, ils sont pas fous en fait, ils sont parfaitement conscients. Ça qui est terrible, c'est que pendant toute l'histoire, on vous dit ouais, les morts-vivants, à chaque fois qu'ils deviennent morts-vivants, ils sont habités par une soif de sang, ils sont complètement fous, et en fait, les Templiers qui sont du mort-vivant, eux, ils pensent toujours qu'ils sont en train de venger Prios. Ils peuvent faire une forme pervertie de magie divine. Donc en fait, c'est assez cruel quoi. En fait, ils ont réussi à faire ce que les mecs de Liastra n'ont jamais réussi à faire. Et ils vont protéger le trône d'épines à la fin du jeu. Et Jacobo Vera, lui, va se transformer en méga abomination en s'asseyant sur le trône sans la rosaille. Euh, le destin d'Elisabetta Vera, c'est assez triste parce que justement, c'est une Templier, quand vous la croisez au début, elle est plutôt sympa. Justement, elle est très défenseuse de l'humanité, mais même des barbares. Enfin, vous la retrouvez sur le plateau de Carvossi. Et plus ça va avancer, forcément, plus elle va devenir facho, borné, dégueulasse. Les frères Markellet, étonnamment, c'est des Templiers que vous avez croisés pas mal de fois dans l'histoire. C'est un peu les Satanas et Diabolo de l'histoire des Templiers. Et ils vont pas aller en Sinbar, ils vont survivre. Et potentiellement, si vous gérez bien, ils peuvent vous filer un coup de main à la fin du jeu quand Davocar va sévir. On arrive sur la fin, dernière faction, les manteaux noirs. Donc les manteaux noirs, c'est les espions, grosso modo, de l'église. Ironiquement, ils survivront beaucoup plus que c'est des espions et des mecs qui sont un peu habitués à se battre dans les ombres. Ils vont survivre aux pogroms qui vont être faits contre eux par les réformistes. Leur leader, qui arrive assez tard en fait, c'est la sœur de Sadra. Donc voilà, c'est vraiment l'inquisitrice. On est vraiment dans un délire Warhammeresque avec des inquisiteurs, qui est très raciste, qui est très borné, ce que vous voulez. Par contre, elle a une super épée qui s'appelle le fer le métal solaire, je crois, enfin le Sun Steel, hein, qui est assez violent. Et en fait, au final, à la fin, elle est là, elle fait, de toute façon, vous ne nous aimez pas, vous nous avez excommuniés, mais nous on s'en fout, on va vous sauver que vous le vouliez ou non. Donc c'est plutôt cool comme pitch. Argadon Soleil, c'est un mec assez marrant, vous croisez très rapidement. C'est un confesseur en fait durant la Grande Guerre qui est manteau noir, donc on se dit au début, oh il est inquisiteur, c'est un mec qui adore le prios de guerre, machin, et en fait c'est un réformiste. C'est un réformiste mais extrême. C'est-à-dire que grosso modo, quand les gens vont commencer à chercher Simba, bah, il va les buter. Pour pas qu'ils atteignent Simba. Et sinon, il est super sympa, hein. C'est un mec à la cool et tout, mais il est très très extrême dans cette histoire. Et le frère Bartho, c'est un mec rigolo, vous croisez 2 3 fois, donc c'est un défroqué en fait. C'est un mec qui très vite fuit les manteaux noirs pour aller s'installer avec sa copine barbare à manger des bons petits plats. Enfin, ouah, c'est un peu le mec rigolo de toute l'histoire. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, c'est beaucoup plus simple et succinct. J'essaie de faire un truc justement beaucoup plus succinct et facile à appréhender que pour Warhammer, ce que j'avais fait à campagne. Évidemment, c'est pas parfait, hein. J'ai été très très vite. Si jamais vous avez besoin d'avoir un truc plus conséquent, il y a Free League, ils ont fait un petit PDF de 15 pages qui résume ces factions, qui résume l'histoire, sachant que ce PDF a été écrit avant qu'ils terminent la campagne, donc il y a des manques. Mais ça peut être bien aussi un bon complément à ce que j'ai fait, et puis bah, à titre reposé, c'est quand même plus sympa. Ce document, je vous le donnerai évidemment, directement en lien dans la vidéo, pour que vous puissiez lire tout ça à tête reposée. Et dernier truc que j'ai fait, alors c'est pas officiel, hein, c'est pas officiel, mais c'est des petits backgrounds que j'ai fait moi personnellement sur les PJ pour savoir comment les lier à toute cette histoire. En fait, c'est assez simple. Par exemple, Changelin, si vous êtes Changelin, ça veut dire qu'automatiquement, par le scénario, vous êtes un esclave qui a été créé par les elfes. Et donc, il y a un moment, les elfes peuvent prendre le contrôle de votre corps, les elfes peuvent voir ce que vous voyez à travers vos yeux, et ça veut dire aussi que potentiellement, donc ça veut dire que vous avez un lien avec le pacte de fer, et potentiellement vous avez aussi un lien avec les veilleurs de Landfall. Parce que Landfall, donc l'espèce d'espion dont je parlais là, sur l'île interdite où il y a de la magie pure, en fait c'est des humains qui ont été kidnappés. Donc peut-être que c'est pas les elfes qui vous ont kidnappés et ils vous ont remplacé, mais c'est pas forcément eux qui vous ont kidnappé. Donc ça fait que potentiellement votre joueur, il peut croiser dès le début de la campagne un mec et son jumeau sans jamais l'atteindre. Et à la fin du jeu, bah, si quand vous arrivez sur Landfall, bah, votre personnage changelin, il tombe sur un mec qui a la même gueule que lui, quoi. Ça peut être cool. Il y a pas mal de trucs, voilà, j'ai fait plein de trucs, hein. L'héritier Simbar, c'est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si un de vos joueurs est le dernier descendant de l'empereur de Simbar. C'est-à-dire qu'à un moment, les staff mages vont arriver vers le joueur et dire, bah en fait, on a retracé ta lignée, tu es la dernière personne, enfin le dernier héritier vivant de Simbar, peut-être qu'il se trompe, hein, et on veut que tu montes sur le trône. Et là, qu'est-ce que tu fais, quoi? Parce que potentiellement, tu as une vingtaine de staff mages qui sont à tes ordres, mais qui veulent te mettre sur un trône que tu sais ne pas être la solution. Vous pouvez faire un PJ aussi qui est le dernier des Jésites, ça c'est intéressant. Donc le clan dont je parlais, qui était détruit des barbares, bah, il y en a un qui a survécu. Il a survécu, sauf que personne ne sait que ce clan existe encore. Donc potentiellement, la moine souveraine est peut-être intéressé pour des raisons politiques pour l'intégrer. Et peut-être que Eleonore
et le clan de la bête veulent le corriger, puisqu'ils le voient comme une erreur. Il y a plein de trucs, j'en ai fait vraiment plein, hein, c'est à vous de voir, c'est toujours des petites histoires. Mon but, c'est vraiment de lier, ce qui est super important, je pense, dans la campagne, c'est de lier vos PJ à certaines des factions. Parce que si vos PJ ne se sentent impliqués dans aucune des factions, ben ok, ils vont sauver le monde, ils vont manier la chèvre et le chou, mais c'est pas super intéressant quoi. Et je pense que c'est beaucoup plus simple, ils vont beaucoup plus facilement enregistrer les informations que vous leur donnez sur les factions, sur les enjeux politiques, s'ils font eux-mêmes partie d'une faction, ou s'ils sont eux-mêmes, comment dire, liés à une faction par leur personnage, plutôt que si juste ils se baladent un peu, bah voilà, façon classique PJ, on se balade pom pom pom, on tire nos marrons du feu, et puis on se démerde quoi. Encore une fois, hein, c'est pas quelque chose qui est écrit noir sur blanc, mais moi je pense que ça peut sérieusement vous aider, ça peut sérieusement rendre votre campagne beaucoup plus simple et surtout vos joueurs plus investis, ce qui est la raison d'être à mon avis d'une campagne comme ça, aussi velue que, vous voyez, il y a, je sais pas, il y en a, j'ai mis une trentaine, une cinquantaine de PNJ là-dedans, donc c'est quand même assez touffu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a apporté peut-être quelques petites notions sur la campagne. C'est ce que j'espère du fond de mon cœur, hein. Encore une fois, hein, c'est une vidéo qui vient en complément d'autres, donc j'ai fait des débriefs sur la campagne, parce que j'ajoute au fur et à mesure, je suis au cinquième volume, et surtout par rapport à l'histoire que j'ai faite. Donc j'ai fait vraiment une grosse vidéo qui raconte toute l'histoire du jeu, qui relie ces PNJ justement aux différents fils sur 2000 ans d'histoire dans l'univers de Silmaron. En tout cas, c'est tout pour moi, donc je vous souhaite une excellente soirée, et puis bah, à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!